Je reçois aujourd'hui Maître Pape Sène, avocat à la Cour, président du Comité sénégalais des droits de l'homme, maire de la commune de Ndondol, même si vos mandats sont terminés depuis, maître, bien longtemps. Vous êtes également membre de la cellule des cadres républicains. Bonjour maître et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonjour Binta. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation. À Remue-Ménage, une émission extrêmement intéressante et importante. Mais également, permettez-moi de saluer mon co-débatteur et d'éprouver le plaisir que j'éprouve à partager avec lui ce plateau, docteur Mbouy, Oui. qui officie d'ailleurs dans mon département, parce que je suis natif du département de Bambey, plus particulièrement de la commune de Ndondol, dont je suis le maire. Oui. Vous parlez de mandat terminé, mais je pense qu'il y a une loi qui a prorogé nos mandats. Je pense que nous sommes toujours dans la légalité, Binta. Et j'en profite aussi pour saluer tous les auditeurs de la RFM du département de Bambey, mais également de la commune de Ndondol. C'est vraiment un plaisir, Binta, de me retrouver encore une fois de plus sur ce plateau. Merci. Nous recevons également, comme vous l'avez dit, Abdelaziz Mbouit, docteur en droit public, constitutionnaliste, maître de conférences assimilé à l'université Alioune Diop de Bombay, membre fondateur du Parti républicain pour le progrès dissous à Askan Wi. C'est le parti qui a été mis sur pied récemment par Déthié Fall, ex-vice-président du Parti Rewmi. Bonjour docteur et merci d'être là. Merci beaucoup Binta. Je vous remercie encore une fois de m'avoir convié dans votre émission. Je salue aussi les Sénégalais d'ici et d'ailleurs qui nous écoutent. Je salue monsieur le maire, titulaire de mandat cadeau, n'est-ce pas, maître Pape Sène. Donc c'est un plaisir justement donc, de vous rencontrer ici dans ce plateau, dans cette émission hautement importante. Merci. La Cour de justice de la CEDEAO qui donne au Sénégal 6 mois pour annuler la loi sur le parrainage. Que comprendre, docteur Mbouit? Est-ce que cette juridiction ne fait pas, par cet arrêt du moins, une ingérence? Bon, ça fait rire des fois parce que je l'ai entendu. Alors, les gens ont parlé, donc, surtout les partisans du pouvoir, d'atteinte à la souveraineté du Sénégal. Vous savez, une organisation communautaire, c'est le consentement des États qu'il crée. Le Sénégal a consenti librement à la création de la CEDEAO et a accepté de déléguer une partie de sa souveraineté. Le débat s'est posé au Sénégal et le juge constitutionnel l'a tranché lorsqu'on créait le traité de Port-Louis. Le débat se posait, est-ce qu'on pouvait déléguer à une organisation cette capacité de sécurité des règles juridiques qui s'appliqueront obligatoirement au Sénégal sans justement à donc faire intervenir le pouvoir législatif. Parce que les règles qui sont sécrétées dans le cadre communautaire se caractérisent par une primauté et une immédiateté. Ils doivent s'appliquer sans justement parce que ce ne sont pas des règles du droit international classique. Ils s'appliquent directement, ils sont obligatoires dans tous leurs éléments, surtout quand il s'agit des règlements et des décisions de justice. Et ça, c'est le Sénégal qui l'a voulu. Il y a la décision du 23 octobre 1993 du Conseil constitutionnel, où le Conseil constitutionnel confirme que ça n'a rien à voir avec justement une violation de la souveraineté, parce que dans notre constitution, nous acceptons justement à donc d'œuvrer pour la réalisation de l'unité africaine. Donc le Sénégal doit respecter son engagement. C'est extrêmement important. Donc aucune ingérence relativement. Donc je pense que moi j'ai dit même c'est une farce dans une télé de la place de parler ainsi. Parce que j'ai entendu le président Macky Sall dire hier que, c'est à propos d'autres affaires, que le Sénégal ne doit pas perdre sa crédibilité. Ne pas respecter cette décision, justement, va mettre le Sénégal sur le banc des accusés, va justement donc tourner les regards accusateurs sur le Sénégal et naturellement, on va perdre notre crédibilité. Voilà, juste rappeler que c'est maître Abdoulaye Tine et son parti qui avaient saisi cette juridiction supranationale par rapport au parrainage citoyen institué lors de la présidentielle de 2019. Alors, déléguer une partie de sa souveraineté, est-ce que le Sénégal, pourquoi le Sénégal ne donne pas souvent avis favorable à ces arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO? Oui, Binta, permettez-moi tout d'abord vraiment de faire un certain nombre de précisions et pour lever un certain nombre d'équivoques également par rapport à notre posture. Parce que moi, j'estime que je suis acteur de la justice, je suis avocat, depuis 17 ans, je porte la robe.
Et donc, quand on est en face d'une décision d'une cour communautaire comme celle de la Cour de justice de la CEDEAO, et qu'on fasse une analyse sur le plan technique, sur le plan juridique du droit, il est évident qu'on ne peut pas être dans la posture d'un homme politique, même si tant est que nous sommes des hommes politiques. Et là, je pense qu'on est loin du dénigrement. Vraiment, le fait d'analyser une décision de justice, et je parle sous le contrôle du docteur Mbouit, parce que c'est notre job quotidien en tant qu'acteur de la justice, en tant que praticien du droit. Donc, nous sommes là pour analyser les décisions de justice. Et j'avoue que de la même façon que nous le faisons pour les décisions qui sont rendues par nos juridictions nationales, c'est de cette même façon également que nous nous livrons à cet exercice pour ce qui concerne les décisions qui sont rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. Pour ce qui est de votre question, moi je pense que, à mon humble avis, et ça je pense, et je le pense très sincèrement, il ne s'agit pas d'un refus pour moi. Pour moi, quand j'ai analysé cet arrêt sur le plan de la forme et sur le plan du fond, l'impression que j'ai eue, c'est que nous sommes en face d'une impossibilité juridique. Parce qu'en réalité, vous savez, la Cour de justice de la CEDEAO nous a habitués à des revirements de jurisprudence que rien ne justifie en droit. Et nous y reviendrons quand nous allons aborder le fond du dossier. Et c'est ça qui fait que, très souvent aussi, cette Cour, par rapport à ces décisions, tend à perdre sa crédibilité pour ce qui est de l'application effective par les États. Parce qu'il faut le rappeler, le docteur Mbouit l'a dit tout à l'heure, on n'en disconvient pas. Aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO, mais c'est une émanation de la volonté des chefs d'État de l'espace CEDEAO qui ont décidé de mettre en place une juridiction pour réguler l'espace CEDEAO sur le plan économique, mais également sur le plan juridique. Donc je ne pense pas aujourd'hui que ces États qui ont manifesté cette volonté et qui ont senti le besoin de créer cette juridiction, qui l'ont dotée de moyens d'ailleurs, parce que ce sont les chefs d'État qui dotent cette juridiction de moyens, les magistrats sont nommés par ces États-là, et je pense même que ces magistrats sont payés par l'argent du contribuable des citoyens de l'espace CEDEAO. Je ne pense pas qu'on puisse mettre en place une juridiction et ensuite tourner le dos à cette juridiction. Et ça va nous permettre dans le fond de notre débat. Oui, c'est une impression, mais ce n'est pas la réalité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même, comme qui dirait, une ambiguïté juridique dans certaines décisions que rend la Cour. Et c'est ça qui n'est pas du tout compréhensible. Et nous y reviendrons sur le plan de la compétence de la Cour. Par exemple, aujourd'hui, dans le cas d'arrêt qui est soumis à notre réflexion, je pense que la Cour de justice de la CEDEAO a retenu sa compétence en se fondant sur, en fait, une violation imminente des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la dimension droits humains. Oui. Parce qu'en réalité, depuis comment dirais-je, depuis le protocole additionnel de 2005, la Cour de justice de la CEDEAO a bénéficié de deux compétences supplémentaires, dont la protection des droits de l'homme. Ce qui me réconforte en tant que défenseur des droits de l'homme, président d'une institution nationale. Mais le problème fondamental auquel on est confronté avec cette Cour, surtout sur le plan de sa compétence, mais c'est ces jeux-là des va-et-vient. Aujourd'hui, la Cour nous dit dans cet arrêt du 28 avril 2021 que oui, moi je suis compétent pour connaître de cette requête qui a été introduite par l'UCL de Maître Abdoulaye Tine, parce que tout simplement nous sommes en présence d'un cas de violation imminente. Alors que sur le plan légal, c'est-à-dire quand on examine la disposition légale, c'est-à-dire le fondement juridique de cette compétence en matière de droits humains, qui se trouve être l'article 9.4 du protocole additionnel de 2005, mais ce texte est clair aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. Parce que le texte nous dit, la Cour de justice de la CEDEAO est compétente en cas de violation de droits humains commis dans un État membre. Cas de violation des droits humains. Donc je pense qu'un texte qui est clair, là aussi je parle sous le contrôle du juriste. Mais quand on empêche un candidat de se présenter, quand même c'est un cas de violation de droit. Je dirais même pas droits humains. Oui, mais au moment où cette requête était déposée, parce que la Cour n'a pas dit cela. La Cour a dit dans sa motivation que nous sommes en présence d'une violation imminente, hypothétique. Donc ça, c'est la Cour qui le dit. Or, cela n'est pas du tout en conforme avec les dispositions à la lettre et dans l'esprit de l'article 9.4. Mais mieux, la Cour a créé une jurisprudence de par le passé relativement à cette question. Nous connaissons l'affaire Hissène Habré, l'affaire Khalifa Sall, mais en dehors de ces affaires que nous avons connues au niveau interne, mais dans d'autres pays également, l'affaire Dame Adiatou contre État du Niger, mais la Cour a estimé qu'il faut qu'on soit en présence d'une violation concrète et non pas en présence d'une violation hypothétique. Et même la Cour va au-delà, parce que la Cour va jusqu'à nous dire
qu'il faut que le requérant rapporte la preuve matérielle de ce qu'il y a violation, réelle violation concrète. Et c'est là tout le sens de l'arrêt d'Aouda Garba de 2010 contre donc l'État du Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, on vient en 2021, et alors qu'en 2019 aussi, la même jurisprudence que je viens de citer tout à l'heure a été rendue par cette même cour dans une affaire opposant Joseph Wowo à l'État gambien. Donc 2 ans après, on voit un revirement de jurisprudence pour une affaire qui concerne la matière électorale. C'est là où moi je dis, je ne comprends pas ces va-et-vient que fait la Cour. Et ça tend à discréditer, sur le plan du droit, les décisions qui sont rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. On a entendu l'ancien ministre de la Justice, Dr Mbouch, Ismaël Madior Fall pour ne pas le citer, actuel ministre d'État, conseiller juridique du président de la République, qui a démonté pièce par pièce l'arrêté. On dit arrêt ou arrêté même? Arrêt, on dit l'arrêt. Il dit que l'arrêt, c'est le ministre qui le donne. Un arrêt. L'arrêté, oui. L'arrêté, c'est une décision administrative. Alors que l'arrêt, c'est une décision judiciaire rendue par des cours. Très bien. Alors, il dit, entre autres, que non seulement la Cour a outrepassé ses compétences, et qu'elle se comporte contrairement à son texte institutif et à sa jurisprudence en Cour constitutionnelle. Que comprendre? Merci beaucoup. Bon, le professeur, évidemment, il est dans son rôle, comme l'a dit Maître tout à l'heure. Vous avez un arrêt, on peut le commenter, on peut le critiquer, on peut même le rejeter, mais on est tenu de le respecter. C'est en vérité ça. Ce que le professeur a fait, il a fait alors donc, un travail scientifique en tentant justement alors donc, d'expliquer et même de critiquer. Oui. Alors donc voilà l'adhésion de justice. Ça, c'est les étudiants en droit, ils le font au quotidien. Mais cela n'a rien à voir avec l'applicabilité parce que l'adhésion est contraignante. Le Sénégal est tenu. Je voulais alors, avant de féliciter, le Maître Tine pour le combat qu'il a mené. Absolument. Parce que c'est un combat extrêmement important pour la défense des droits. Je ne pense pas que la Cour, justement, a outrepassé ses compétences. Non. La Cour statue dans cette matière, donc, quand il s'agit de la violation des droits de l'homme. Et ici, en Afrique, on est arrivé à un moment, oui, depuis 91, on a créé justement donc la Cour. En 2005, on a ouvert une voie de recours pour les justiciables, pour les citoyens de la sous-région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avocats qu'ils sont, quand des questions de droits de l'homme se posent, ils se posent la question, on va à Arusha ou bien on va à Abuja? Arusha au niveau de la Cour africaine. Parce qu'aujourd'hui, justement, les citoyens eux-mêmes peuvent agir devant ces juridictions. Et c'est extrêmement pertinent ce qui se passe au niveau de la Cour de justice. Parce qu'on peut y aller même sans épuisement des voies de recours internes. C'est extrêmement important. Mais dès lors qu'on invoque la violation d'un droit, et le juge, la question qui se pose, est-ce qu'il y a violation d'un droit? Ici, il dit, évidemment, il y a violation d'un droit. Il n'a pas dit, et même dans son dispositif, il explique. Il dit que non, il ne parle pas de droit, de violation hypothétique. Il l'écarte. Imminente. Oui, non, parce que vous avez parlé de violation hypothétique. Oui, mais ce n'est pas une violation réelle. Mais il fait la distinction. Et encore, il ne fait pas de contrariété de jurisprudence. La jurisprudence qu'il pose, cette décision-là, c'est une continuité jurisprudentielle. Il l'a posée en premier lieu le 13 juillet 2015, dans l'affaire CDP contre l'État de Burkina Faso. En l'espèce, il s'agit justement d'une modification du code électoral, c'est-à-dire la matière électorale, où on écartait en application de la Charte africaine des élections, sous prétexte que on interdit aux gens qui ont participé à un changement anticonstitutionnel, que tous ceux qui ont participé à la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé, on les a voulu justement les écarter du processus électoral. Parce que la Charte africaine dit ceux qui ont participé à la révision à un changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent pas participer aux élections de restauration de l'ordre constitutionnel. Mais le juge a dit, mais c'est trop large. Donc la violation est imminente, évidemment, ici. Pourquoi le juge, sur 2 points, il a dit la loi viole le secret de vote, n'est-ce pas, et viole le droit de participation. Oui. C'est sur 2 points. Et il argumente, et il prend en compte même le nombre de partis. Il fait le calcul. Il dit même si justement on permettait aux gens d'avoir 66 000 signatures, donc les 2 tiers des partis n'auront pas en vérité donc le nombre de signatures requis. Donc la violation est imminente. C'est la raison pour laquelle il s'est prononcé et a demandé au Sénégal d'abroger la loi sur le parrainage qui viole le droit de participation électorale. Donc on ne peut pas parler dans ce sens. Et le professeur Ismaël Madior, je ne sais pas, moi j'ai lu son texte,
moi, je n'ai pas la même logique, la même interprétation que les gens, parce qu'il lui-même dit que le Sénégal ne peut pas se placer dans une position de défiance, n'est-ce pas, vis-à-vis de la Cour de justice de la CEDEAO, vis-à-vis de la CEDEAO. Donc, il semble dire que l'État du Sénégal doit appliquer la décision. Oui. Parce qu'on peut critiquer, on peut contester, on peut débattre, justement, donc, de la pertinence d'une décision de justice. Mais dans tous les cas, oui, la décision de justice lie l'État du Sénégal et l'État du Sénégal est obligé, justement, donc, de supprimer la loi sur le parrainage. Oui, il l'a dit, la Cour s'est prononcée en opportunité et non en droit, Ismaël Madior Fall. Dans 6 mois, l'État du Sénégal va devoir répondre à cette requête du président de la Cour de justice de la CEDEAO. Les acteurs, quand même, se sont convenus c'est impératif qu'il y ait un filtre par rapport à la présidentielle. Est-ce que dans 6 mois, vous allez abroger ou dans 6 mois, vous allez remettre tout sur la table et en discuter? Oui, mais Binta, moi je crois qu'avant même de répondre à cette question, je voulais juste rectifier Dr Mbouy, parce que tout à l'heure, en parlant de la motivation qui a été retenue par le juge communautaire pour donc se déclarer compétente par rapport à cette requête, bon, il fait allusion à ce calcul mathématique qui a été fait. Mais je crois que le calcul mathématique qu'a fait la Cour, c'est dans le fond de l'affaire. C'est pour un tout petit peu motiver sa décision qui consiste à dire que la loi portant parrainage au Sénégal est une violation du droit à la participation aux élections. Ça, c'est dans le fond. Mais dans la forme, pour sa compétence, la Cour a procédé tout simplement à une interprétation du texte de l'article 9.4, ce qui est interdit parce que en droit, quand un texte est clair, quand un texte n'est pas obscur, l'interprétation n'a pas sa place. C'est vrai que dans les compétences de la Cour, via les protocoles qui régissent cette Cour, effectivement la Cour peut interpréter les dispositions communautaires, mais l'interprétation en droit requiert qu'il y ait une obscurité ou bien une imprécision. Mais je dis bien, l'article 9.4 de ce texte est très clair et sans embâche. Mais mieux, la jurisprudence dont on évoque, il évoque une jurisprudence de 2013. Mais antérieurement à cette jurisprudence de 2013, il y a une jurisprudence de 2010. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'affaire Daouda Garba contre l'État du Bénin. Mais postérieurement, en 2019, nous avons une affaire plus récente, mais c'est l'affaire Joseph Voro contre l'État de la Gambie. Et c'est ça, c'est ce jeu-là qu'on ne comprend pas, parce qu'il faut que la Cour soit fixée. Et là, il n'y a pas lieu à se fixer sur une théorie, la théorie de l'imminence de la violation. Le texte est clair, il faut qu'il y ait cas de violation. Et même mieux, il faut que la violation soit prouvée. C'est le sens de l'affaire Daouda Garba. Donc maintenant, pour en revenir concrètement à ce motif qui a été évoqué, je pense très sincèrement, Binta, en tout cas moi je suis avocat, je pense que quand même, un magistrat n'a pas le droit de faire un raisonnement aussi simpliste qu'un calcul mathématique qui consiste à partir d'un constat. Parce que ici, la Cour part d'un constat en disant ceci, comme il l'a dit. Oui, le fichier électoral, c'est 6 millions d'électeurs. Nous avons donc un minimum pour le parrainage de 0,8% qui correspond à 64 000 et quelques électeurs et le maximum de 1% à 66 000 et quelques électeurs. Aujourd'hui, la Cour en conclut quoi? Mais la Cour en conclut que l'application de la loi portant parrainage au Sénégal, donc, et qui est attaquée d'ailleurs, qui a été attaquée et qui a été soumise à sa censure, conduit à priver plusieurs partis politiques de leur droit de participer aux élections. Ça, je crois que c'est une affirmation gratuite. C'est-à-dire que ça ne repose sur aucun fondement objectif en droit par rapport à une éventuelle motivation. Je m'en explique. Vous savez, la Cour parle de partis politiques. Mais Binta, vous savez qu'aujourd'hui, depuis même, avant même la loi de 2018 sur le parrainage, mais nous avons connu les candidatures indépendantes. Et ces candidatures indépendantes étaient soumises au système du parrainage. C'est avec la loi de 2018 qu'on a généralisé. Mais mieux, depuis 2000, Binta, nous avons connu les coalitions de partis politiques. Et le président Wade a accédé au pouvoir lors de la première alternance, aussi bien au premier tour qu'au deuxième tour par le biais d'une coalition. En 2007, il a été réélu par le biais d'une coalition. Le président Macky Sall a été élu par une coalition en 2012 et en 2019. Mais pourquoi cet arrêt se limite simplement aux partis, à la notion de parti politique et en donnant même un chiffre en disant environ?
qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il va faire maintenant dans ce calcul, parce qu'on est dans le calcul mathématique. Qu'est-ce qu'il va faire de ces candidatures indépendantes? Qu'est-ce qu'il fera des coalitions de partis politiques? C'est pourquoi moi je dis, il s'agit véritablement d'un raisonnement trop simpliste qui relève de la subjectivité. Or, le juge n'a pas ce droit pour rendre une décision aussi grande, dont la portée est très importante, qui consiste à demander à un État de supprimer le système du parrainage. Or, ce système du parrainage aujourd'hui, Binta, mais il est pratiqué un peu partout dans l'espace CEDEAO. Oui, mais chez nous, c'était trop précoce. Les acteurs ne s'étaient pas préparés à ça. Il y a eu, quand même, les gens ont dit que ça a permis aux partis au pouvoir de pouvoir choisir ses adversaires. Le Mali l'a expérimenté depuis 2006. Oui. La Côte d'Ivoire a le système du parrainage. Oui. En Europe également, au Burkina Faso, le système du parrainage existe. En Europe, nous avons le système du parrainage citoyen et le système du parrainage par les élus. Ça se pratique un peu partout. On n'en dit qu'on ne vient pas mettre, mais le problème est que vous l'avez fait très, très précocement. Mais les acteurs ont dit qu'ils ne sont pas contre un filtre, mais il faut encore en reparler peut-être. Mais Binta, c'est ce que j'ai dit. Dans tous les pays qui l'ont expérimenté, après une évaluation, il y a des améliorations qui sont faites. Mais le Sénégal l'a expérimenté. Aujourd'hui, c'est une pratique. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'au-delà des aspects juridiques de cette décision, c'est-à-dire les incohérences que nous avons notées, en tout cas, moi, personnellement, que je relève dans la motivation du juge communautaire, mais c'est une décision aujourd'hui qui n'est pas, en fait, c'est-à-dire que je dirais que la décision n'est pas tellement conforme aux réalités des systèmes électoraux. Parce que tout simplement, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'espace CEDEAO, mais c'est tout à fait l'inverse de ce que la Cour veut. Et aujourd'hui, au-delà du Sénégal, cette décision s'adresse également à tous les États qui pratiquent ce système, du parrainage. Mais Binta, je vais terminer par l'autre moyen qui a été invoqué tout à l'heure par Dr Mboy, et la Cour, effectivement, dans le cadre de sa motivation, en a fait donc cas. C'est la violation du secret du vote. Ça également, moi je trouve que très sincèrement, la Cour ne peut pas utiliser le moyen tiré de la violation du secret de vote. En estimant quoi? En estimant que le fait de soumettre un candidat à un parrainage citoyen avec un seul candidat qui parraine, cela oblige à l'avance l'électeur à décliner pour qui il vote. Autre chose, il dit qu'il y a une présomption, parce que la Cour dit qu'il y a une présomption de l'intention de vote. Je crois que cela est erroné, cela relève de la subjectivité, pour la bonne et simple raison que nous savons tous qu'il y a un temps pour le parrainage et il y a un temps pour le vote. Et il n'a pas été prouvé par la Cour de façon objective que quand Binta Diallo parraine un candidat X, que le jour du scrutin, Binta Diallo va voter pour ce candidat. Mieux. Ça peut se faire aussi. Mais il faut, parce que la Cour ne peut pas se comporter comme un citoyen lambda. La Cour doit être objective dans sa motivation. Ce sont des hypothèses. La Cour ne peut pas se raisonner sur la base d'hypothèses, Binta. Quand elle motive, elle ne peut pas. Non, je vais terminer. C'est là où je vais terminer. Par rapport à ce secret de vote. Binta, on sait qu'au Sénégal, depuis le Code consensuel de 1992, le secret du vote est garanti par le passage obligatoire à l'isoloir. Donc, comment aujourd'hui un système de parrainage citoyen peut remettre en cause ce secret du vote? Je pense que la Cour n'est pas au rendez-vous. Il y a une inadéquation, Binta, et c'est là où je vais terminer. Fondamentalement, il faut qu'on le dise, et ça nous permettra peut-être de faire des recommandations pour que cette Cour soit réformée de fond en comble. Parce qu'il y a une inadéquation palpante entre les décisions que rend la Cour de justice de la CEDEAO et les réalités, surtout en matière électorale, dans nos pays respectifs. Et aujourd'hui, la généralisation presque du système du parrainage dans la quasi-totalité des pays membres de la CEDEAO atteste de ce que cette décision, même si on veut l'appliquer aujourd'hui, il y aura une impossibilité juridique à l'appliquer et non pas un refus de l'appliquer. C'est la question que je voulais poser à Dr Mboy. Aujourd'hui, est-ce que les chefs d'État de la sous-région n'ont pas donné trop de pouvoir à cette Cour? Et en retour, si la Cour brandit des arrêts, qu'eux également en retour, ils brandissent leur souveraineté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réformer ou tout simplement supprimer cette juridiction? Alors, merci. Avant de revenir sur ça, permettez-moi de revenir au mot sur ce qu'il dit par rapport à la réalité du parrainage au niveau régional. Je les défie. Le parrainage à la sénégalaise n'existe qu'au Sénégal. Pourquoi? Moi, j'ai écrit le 13 avril, je crois, un article sur ça, où je disais que c'est le plus grand recul démocratique du pays, parce qu'il nous remettait en 63. En 1963, il y avait le parrainage. Pour être candidat, il fallait être parrainé par 50 signatures, dont 10 députés. Article 24 de la Constitution. C'est avec d'abord combat, c'est en 1960, pour la première fois dans les dispositifs constitutionnels sénégalais, qu'on parle de partis politiques. N'est-ce pas? Donc le parrainage
citoyen ou général a toujours existé. Mais ce qui n'a jamais existé, qui est une innovation unique, c'est en vérité ce qu'on appelle le parrainage unique. Le parrainage citoyen, où justement un électeur parraine un candidat. Ça, c'est justement exprimer alors donc son vote. Et surtout avec leur pratique. Ils ont tenté de chercher 5 millions, je ne sais pas, de signatures. Ils ont mobilisé les chefs de village et tout le monde, il se mettait devant les chefs sur moi, ce qu'il a fait à Ndondol. Donc dès lors qu'un parti d'opposition vient, il a des difficultés pour ramasser des signatures. Et on ne sait même pas, au niveau du contrôle, qu'est-ce qu'on en fera. Est-ce qu'ils ont mis leurs 5 millions de signatures? En tout cas, il y a eu des doublons. Tout ça, ça ne s'explique pas. Des candidats comme Malick Gakou avaient dépassé le stade des signatures. Mais on l'a éliminé justement à cause de doublons. C'est-à-dire que le système-là n'existe nulle part. En Pologne, on demande 100 000 signatures, mais il n'y a pas de parrainage unique. Au Burkina Faso, il n'y a pas de parrainage unique. C'est le parrainage unique qui pose problème. On l'avait dit, n'est-ce pas? Et ça, il faudra, alors voilà, parce qu'on s'est battu. Et imaginez comment, c'est une loi qui a été votée dans un désaccord total, personne n'a été d'accord. Oui. Une loi votée sous haute protection policière. L'état d'urgence de fait a été décrété à Dakar. Nous, on était là ce jour-là, le 19 avril. Le président Idriss a été arrêté ici au niveau du commissariat du 4e arrondissement. N'est-ce pas? Donc voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Et on l'a voté sans débat. On l'a voté sans débat. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas conforme à la Constitution. Parce que le professeur Ismaïla Madior le dit. S'il vous plaît, le professeur Ismaïla Madior Fall le dit dans son ouvrage. Il dit on a stabilisé le mode d'élection du président de la République. Parce qu'on ne voulait plus qu'il y ait au nouveau 23 juin. Et le parrainage fait partie du mode d'élection du président de la République. Parce que le mode d'élection du président ne veut pas dire mode de scrutin. N'est-ce pas? Le parrainage fait partie du mode d'élection du président. Donc c'est une violation flagrante de la Constitution du Sénégal. Alors, maintenant, pour la réforme, il a parlé de la réforme. Je pense que le Sénégal est mal placé. Le Sénégal est un mauvais élève. On peut être un mauvais élève qui est susceptible d'être sanctionné. On ne respecte pas les décisions. Et que justement, les bénéficiaires, les requérants peuvent justement, donc si le Sénégal ne respecte pas la décision dans 6 mois, agir devant le juge en manquement. Le Sénégal, on peut même aller jusqu'à l'exclusion du Sénégal. Parce qu'on ne respecte pas les décisions de la communauté. Et on a consenti à être parti, à être lié par les décisions justement donc de la communauté et surtout de la juridiction. Donc le Sénégal est mal placé pour promouvoir une réforme au niveau justement de... Moi, je ne pense pas qu'on a donné plus de pouvoir. Le Sénégal qui est... Non, on était arrivé à un contexte. Oui. En 1991, c'est le contexte des conférences nationales, justement le renouveau démocratique, justement alors, donc, les droits de l'homme et le processus démocratique donc, il y a une ouverture démocratique. Donc c'est le contexte. En 2005 aussi, les nouvelles alternances. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte généralisé de remise en cause. Nous sommes justement à un moment où il est arrivé à la tête des États, des gens justement, des chefs d'État qui sont des bourreaux des droits de l'homme. Des chefs d'État qui sont en vérité des bourreaux des processus démocratiques. Dans ce pays, on joue avec le processus électoral. C'est ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe dans ce pays. On fait le parrainage pour justement se choisir donc qui justement sera en face de nous. On modifie le code électoral, article 57, pour éliminer des gens justement en prenant en compte leur situation judiciaire, alors que le juge ne les a pas donc exclus. Le juge ne s'est pas prononcé sur leur situation civique. C'est le cas Karim Wade, c'est le cas Khalifa Sall. Parce que justement, on joue avec justement le processus électoral. Nous sommes dans un contexte généralisé. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Talon, comment dirais-je, au niveau du Guinée, au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un contexte où justement on se pose des questions. Pourquoi c'est remis en cause? Sommes-nous justement dans une nouvelle ère du constitutionnalisme africain où justement certains servent des troisième mandats, certains tuent alors donc le pluralisme politique dans leur pays, etc. Voilà ce qui se passe. Mais je ne pense pas qu'il existe justement alors donc de pouvoir large. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on reconnaît à la Cour le pouvoir de protéger les droits de l'homme. Oui. Et c'est innovant et c'est extrêmement important. C'est ce qui se passe au niveau de la Cour africaine des droits, même si le Sénégal a refusé justement alors donc, voilà, d'accorder le droit de saisir à ses citoyens, à ses organisations. Ça aussi, il faudra, vous êtes président de la commission, de la commission sénégalaise des droits de l'homme, oui. Et vous devez en vérité se battre pour que le Sénégal accepte que les citoyens sénégalais, les organisations, en tout cas les particuliers, puissent avoir un droit de saisir au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui
Donc penser que non, on a donné trop de pouvoir, que le juge outrepasse, parce que les décisions ne nous arrangent pas. Des décisions, hier, ont arrangé le Sénégal. Comme vous l'avez fait avec le Conseil constitutionnel du Sénégal, parce que vous dites que la loi de 2018 est anticonstitutionnelle, alors qu'en tant que constitutionnaliste, vous avez tous que le Conseil constitutionnel a rejeté. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit une décision de justice. On peut la commenter, on peut la rejeter, on peut la critiquer, mais on l'applique. Oui. Lorsque ça a été alors donc validé par le Conseil constitutionnel, mais on est parti chercher des parrainages pour notre candidat. Voilà ce qui se passe. Donc le Sénégal est obligé. On peut critiquer. Vous n'osez pas dire que le Sénégal ne va pas appliquer. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison de la retrouvaille d'ailleurs. La trouvaille s'explique par ça. Moi, je n'ai pas vu dans le texte du professeur Ismaïla Madior où il dit le Sénégal ne doit pas appliquer. Bon, il y a d'autres gens qui ne sont pas justement après des initiés en droit, donc qui osent dire ça. Mais un État respecté doit respecter la décision. Quelles sont les conséquences si le Sénégal aujourd'hui n'applique pas et quelles sont les réformes qu'il faut apporter à cette cour? Je vais revenir sur les conséquences et les réformes. Mais d'abord, Binta, moi je voulais vraiment revenir sur un peu les raisonnements, les arguments qui ont été développés tout à l'heure par Dr Mbouy. Et voilà, à entendre M. Mbouy parler, et d'abord, d'ailleurs, c'est d'ailleurs avec l'intervention de mon ami Abdoulaye Tine, et je dis au passage ici, je le révèle, Abdoulaye Tine est un camarade de promo. C'est à la limite, c'est aussi un homme politique comme moi. Nous avons fait la faculté de droit ensemble. Et d'ailleurs, nous avons partagé des groupes de travaux durant presque tout notre cursus universitaire. Mais je dis, voilà le danger avec cette décision par rapport au raisonnement que font souvent certains. Parce que Dr Mbouy est un homme politique, Abdoulaye Tine est un homme politique, moi je suis un homme politique. Et on a de commun d'être des praticiens, en fait d'être des spécialistes du droit. Lui, il est docteur en droit, moi je suis avocat, Abdoulaye Tine est avocat, praticien du droit. Mais le danger, c'est quoi? C'est que voilà, on utilise une décision de justice, avec tout ce que cela comporte comme imperfection sur le plan juridique, pour faire de la surenchère politique. Oui, ce que Dr Mbouy est en train de faire tout à l'heure, son raisonnement, c'est de la surenchère politique et c'est dangereux. Autre chose aussi, ce que le maître Abdoulaye Tine a fait. Voilà quelqu'un qui a fait une procédure, un avocat, avant d'avoir l'arrêt en tant que tel. Il annonce le dispositif de l'arrêt, c'est son droit le plus absolu. Mais il en tire des conséquences en demandant quoi? En demandant la démission du président de la République, parce qu'il estime que, comme la Cour a demandé à ce que le Sénégal supprime le parrainage, qui était donc un système qui violerait le droit à la libre participation aux élections, conséquemment, le président de la devait donc démissionner. Ça, c'est de la surenchère politique et c'est là où ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas profiter des décisions comme ça quand même pour faire de la surenchère politique. Autre chose, la candidature, en fait, le parrainage citoyen, un seul candidat. Moi, je trouve que c'est ça qui est objectif, Binta. Ça ne sert à rien d'instaurer un parrainage et de dire que 5 citoyens peuvent parrainer un candidat. Ça n'a pas de sens. Je crois que cela ne relève pas de l'objectivité. Mais enfin, par rapport à votre question, Binta, je pense que les conséquences les conséquences par rapport à l'exécution de cette décision. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi des faiblesses de cette Cour. Parce que de tout le temps, la Cour de justice de la CEDEAO, mais en dehors du Sénégal, est toujours confrontée à des problèmes d'application de ces décisions de justice. Et d'ailleurs, dans les protocoles, on avait demandé à tous les États de mettre en place des... Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut aller vers des réformes. Parce que non seulement la Cour souffre de ces décisions, souvent qui ne se justifient pas en droit, parce que ce sont des magistrats quand même qui sont l'émanation de nos juridictions nationales et qu'on critique au quotidien. Dr Mbouy les critique, nous les critiquons. Ce sont ces mêmes magistrats qui sont là-bas et qui rendent les décisions. Et ces décisions sont critiquables. Mais je dis bien, Binta, par rapport à ces décisions, c'est presque le problème de la Cour de justice de la CEDEAO, le problème de l'application par les États, et je crois que des recommandations ont été faites à plusieurs reprises. Et ça, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas aujourd'hui des moyens coercitifs dans les textes qui régissent la Cour, aussi bien dans le traité initial que dans les protocoles, le protocole de 91 et le protocole additionnel de 2005, qui permet aujourd'hui d'exercer une force sur les États à s'exécuter. Même dans nos systèmes nationaux, et ça, Dr Mbouy le sait très bien, l'État bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité d'exécution. On ne peut pas faire une exécution forcée à l'endroit de l'État. A fortiori aussi, au niveau communautaire, il n'y a aucun moyen coercitif. Aujourd'hui, moi, j'assimile ce dispositif. Mais ces moyens coercitifs feront que les États vont tout simplement se retirer de cette Cour. Oui. On a vu des États qui se sont retirés récemment. Mais c'est pourquoi, à l'entame, en répondant à votre question, moi, personnellement,
par rapport au cas spécifique du Sénégal sur cet arrêt de la Cour, moi j'estime que ce ne peut pas être un refus. Ce n'est pas un refus, mais c'est dû à ce caractère impossible juridiquement de cette décision. Parce que voilà une juridiction qui ne devait pas être compétente, qui s'est déclarée compétente. Voilà une juridiction qui, sur le fond, a rendu une décision qui est en inadéquation avec les réalités électorales dans nos systèmes. Donc je pense que c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut aller vers des... Et c'est là où moi je salue l'attitude du président Macky Sall. Parce qu'au lendemain de l'élection présidentielle, pour la première fois, on expérimente le parrainage. Mais le président de la République a appelé au dialogue politique. Et dans le cadre du dialogue politique, cette question du parrainage a été soumise. Et c'est une forme d'évaluation qui est en train d'être faite sur le parrainage. Et cette évaluation va forcément aboutir à des réformes sur le parrainage. Et je pense que c'est ça qu'on attend également d'un président de la République. Et le président de la République l'a fait. Maintenant, dans un cadre communautaire, mais nous recommandons à ce qu'aujourd'hui, parce que cette décision, en tout état de cause, je vous le dis, Binta, on n'incite pas les États à le faire, mais nous savons tous que cette décision ne peut pas être appliquée et ne sera pas appliquée. Pour la bonne et simple raison qu'elle ne s'adresse pas au Sénégal simplement. La Côte d'Ivoire devra également faire la même chose, le Bénin devra également faire la même chose, le Burkina devra également faire la même chose, etc., etc. Et vous voyez que c'est impossible juridiquement, parce que ce sont ces chefs d'État qui, de par leur volonté, ont mis en place cette chose. Mais ce sont ces chefs d'État également, depuis presque les années 2018, 2019, 2020, qui ont mis en place des systèmes de parrainage pour filtrer. Parce que, il faut le dire. Je vous ai dit, le parrainage sénégalais n'existe qu'au Sénégal. Oui, mais en Côte d'Ivoire, c'est 1% de l'électorat. Ouais, mais dans 17 régions sur les 31 régions. Pas un parrainage unique. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non. Le parrainage unique est plus objectif quand on veut faire parrainer 4 citoyens pour un seul candidat. Moi, je trouve que cela ne relève pas de l'objectif. Je disais tout à l'heure, les réformes qui doivent être faites. Parce qu'en réalité, Binta, il faut le dire aujourd'hui, nos États ne peuvent pas se payer le luxe d'organiser des élections présidentielles avec une quarantaine de candidats. Ce n'est pas possible. Et de tout le temps, ce filtre a existé. En démocratie aussi, on ne choisit pas ses adversaires. Oui, on ne choisit. Non. Oui. Binta, de tout le temps. On avait entendu l'ancien Premier ministre dire qu'il n'y aura pas plus de 5 candidats. Binta, dans les plus grandes démocraties aux États-Unis, on n'a que 2 candidats à l'élection, pratiquement. Oui. Mais dans notre texte, dans notre code électoral, il y a des filtres autres que le parrainage. Oui. Quand on vous dit que vous ne pouvez pas vous présenter à l'élection présidentielle si vous avez plus de 75 ans. Mais c'est une forme de filtre, mais qui est objectif. Moi, j'estime que c'est objectif. Quand on vous dit que si vous ne jouissiez pas de vos droits civils et politiques, vous ne pouvez pas également donc participer, votre candidature n'est pas recevable, etc., etc. Mais de la même façon aussi, comme j'ai dit, nos États, compte tenu de nos maigres ressources, ne peuvent pas se payer le luxe d'organiser des élections présidentielles, législatives, locales. Vous avez vu les locales de 2014, avec des centaines de listes, élections législatives avec 47 listes. Je crois qu'il est temps, et c'est ce que les États ont compris, de trouver un système de filtre démocratique, et le parrainage en étant, c'est pourquoi en Europe, vous ne verrez jamais la Cour européenne des droits de l'homme se comporter comme la CEDEAO, mais parce qu'en réalité... Il est en train de réciter le texte du professeur. Non, je ne récite pas, je le partage. Parce qu'en réalité, nous abreuvons à la même source. C'est-à-dire, c'est la source du droit. Ce que le professeur Idriss Barcha a dit, c'est ça que tout le monde devrait dire, tout juriste devrait dire. C'est pourquoi je dis, effectivement, ce que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas fait, ce que la Cour de justice européenne n'a pas fait, parce qu'il y a le système du parrainage qui existe. Et aujourd'hui, ce que nos États sont en train de faire en instaurant un système de parrainage dans nos dispositifs, je pense que la Cour ne devrait pas aller dans ce sens. Je vous ai dit que le parrainage à la sénégalaise n'existe qu'au Sénégal. Voilà d'abord. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il existe au Sénégal, non, c'est pas bon. C'est absurde. On a fait le choix. C'est absurde. On a fait le choix d'avoir un absurde système de d'invoquer la parrainage Cour européenne des droits de l'homme. C'est absurde d'invoquer la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Mais oui, la Côte d'Ivoire, c'est 1% de l'électorat. Même si c'est 1% de l'électorat. On avait ici 10 000 signatures pour les indépendants, n'est-ce pas? Dont 500, justement, alors donc dans 5 régions. Et il y a des candidats en 2012 qui n'avaient pas rempli ça, comme les Youssou Ndour, leur candidat. Leur candidature avait été rejetée. Oui, mais parce que mais il n'y avait pas une signature unique. La seule chose qu'on exigeait, c'est que les signatures doivent être justement des électeurs. Mais sinon, ça n'a pas de sens aussi, docteur. Non. Quand n'importe qui peut parrainer. S'il vous plaît. C'est-à-dire que ici, la liberté dans le parrainage qu'on a toujours donné aux électeurs, c'est leur possibilité justement d'investir un candidat. Sans pour autant
a donc exprimé un choix quelconque. C'est pas un choix. Mais justement, docteur, je vais juste placer une question par là. Oui. Je vais placer parce qu'on a vu les auditeurs internationaux du fichier électoral qui sont là et qui ont proposé dans le rapport provisoire à ce que le parrainage citoyen ne soit pas supprimé, mais qu'on ajoute le parrainage des députés pour que le candidat puisse faire un choix. Est-ce que cette option est la bonne? Non. Moi, je considère que les auditeurs ont déjà raison aux gens qui contestent le parrainage. N'est-ce pas? C'est-à-dire... Comme la Cour. Non, nous, citoyens sénégalais, nous, on s'est battus. Mais si le candidat a un choix... On a manifesté oui. pour qu'on ne l'applique pas au Sénégal, parce qu'on a toujours considéré que c'est antidémocratique. Non. Et donc, les auditeurs, même s'ils n'ont pas voulu peut-être offenser l'État du Sénégal, ils sont en train de vouloir donner au Sénégal, en tout cas, des solutions diversifiées relativement à ça. Évidemment, tu as des députés. Ça veut dire que c'est synonyme de représentativité. Pourquoi? Alors donc, on voudrait... Parce que si le choix, soit tu étais investi par un parti politique ou bien investi par des citoyens, alors on parle de discrimination et on parle de généralisation. Voilà la solution, la parade. Le problème que nous avons, et qui fait qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas ce problème. En France, les gens n'ont pas ce problème-là. On a un problème de système de parti. C'est notre système de parti qui doit être revu. Moi, je crois que le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il parlait de financement des partis, allait franchir le Rubicon pour que justement, alors, qu'on réforme, qu'on revoie d'abord notre système de parti. Que le décret d'application de la loi sur les partis soit pris. Ça n'a jamais, il n'y a jamais eu de décret d'application. C'est beaucoup de partis allaient disparaître. Oui, mais s'il faut disparaître, même si on applique la loi en l'état, beaucoup de partis, je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être même que votre nouveau parti n'allait pas survivre à nous, on sera l'attraction. Application nous, on sera l'attraction politique d'ici 3 mois, l'attraction politique de ce pays d'ici 6 mois. Parce que ça se crée de façon nous sommes nés dans ce pays. Nous avons fait notre parcours dans ce pays-là, nous avons fait des études dans ce pays. On vous attend sur le terrain. Non, je vous dis, dans 3 mois, nous serons l'attraction politique de ce pays. Parce qu'il est beaucoup plus facile de créer un parti politique que véritablement de remplir les obligations nées d'un parti politique. La création est facile, n'est-ce pas? Mais aussi la tutelle, en vérité, donc n'exerce pas ce qu'il faut donc sur les partis politiques. Parce que c'est le sens aussi de la proposition justement des auditeurs qui demande qu'on transforme la direction générale des élections en délégation générale des élections. Parce que le constat, c'est que, oui, dans cette sous-région, tout le monde a une commission électorale indépendante. Et dans beaucoup de pays, une commission électorale indépendante qui a la compétence, toutes les compétences d'organiser les élections. Pas une CENI qui supervise. Ça, Macky Sall l'a revendiqué en tant qu'opposant. Abdoulaye Wade l'a revendiqué en tant qu'opposant. N'est-ce pas? On doit aboutir à ça. Notre Sénat-là est une commission électorale morte. Le président a fait plus de 10 ans même, alors que le mandat c'est 6 ans non renouvelables. Voilà ce qui se passe. N'est-ce pas? Donc, je pense bien que les auditeurs donnent raison à ceux qui contestaient le parrainage. Parce qu'au moins, ils font une proposition, en tout cas, pour une réforme du parrainage. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette option? Non. Nous, ce sur quoi on est d'accord, c'est ce que la Cour de justice de la CEDEAO a dit. L'annulation. On supprime le parrainage. N'est-ce pas? Alors, Maître Abdoulaye Tine ne fait pas dans la surenchère si on était si on était sous des cieux effectivement démocratiques, avec des hommes politique élégant, le président Macky Sall allait en tirer toutes les conséquences et considérer que son élection, comme on l'a toujours dit, a été viciée, n'est-ce pas? Que son élection a été viciée, on l'a toujours dit. Que son élection de 2000 a été frauduleuse. Donc il devrait normalement en tirer les conséquences, mais qu'il ne le fait pas. Qu'il n'applique pas la décision, aussi ne va pas nous surprendre. Parce que aussi c'est ça en vérité, ce qu'il a démontré depuis 2012 à la tête de ce pays-là. Non conforme. Le fait de ne pas respecter une décision de justice, mais il y a au Sénégal même des décisions de justice, justement, qui sont défavorables à l'État, que l'État ne respecte pas. L'affaire des maîtres enseignants. Mais l'État du Sénégal a été débouté. Le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, a refusé et le président Macky Sall, dans une déclaration, l'a soutenu dans ce sens-là, alors que c'était des droits acquis. Je l'ai entendu hier parler de droits acquis. Et ça, c'est extrêmement grave quand un président de la République soutient alors, donc voilà, la non-exécution d'une décision de justice
alors par un ministre de la République. Oui. Ça, donc, c'est que rien ne nous surprendrait. Oui, alors, donc, lorsque l'État du Sénégal... Je suis sûr que vous allez répondre, mais également sur l'autre proposition des auditeurs internationaux qui disent qu'il faudrait que celui qui est gracié, qui bénéficie d'une grâce, ou celui qui a purgé sa peine, puisse quand même recouvrer ses droits civiques. Oui, et Binta, ça c'est des recommandations, je pense qu'il appartiendra... C'est juste des propositions, c'est un rapport provisoire. Oui, en fait c'est un rapport, il appartiendra à l'autorité peut-être... Mais est-ce que c'est une bonne suggestion ou pas quand même, en tant que celui qui dirige la commission des... Bon, en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que si cela est acté, et qu'on permette peut-être à quelqu'un qui est gracié, parce qu'en fait il faut également qu'on retourne dans la définition de la grâce et les conséquences juridiques de la grâce. Oui. C'est-à-dire la grâce n'efface pas l'infraction, contrairement à l'amnistie. Voilà, donc d'un point de vue juridique, certainement il devra y avoir des réaménagements par rapport donc à la notion de grâce, sinon ça n'aurait pas de sens au plan juridique. Mais je voulais Binta, je pense que mon ami docteur Mouy, c'est vrai que le retournement de situation peut-être a fait que voilà, il a adopté une autre position. Parce que tantôt, vous avez 2 minutes, oui, tantôt quand il parle et qu'il dit nous ne sommes pas d'accord, alors que bon, son ancien leader est aujourd'hui dans la moise présidentielle, c'est peut-être avec le nouveau parti qui vient de naître qu'il n'est pas d'accord, donc je ne sais pas comment il s'appelle, mais je pense que... Mon ancien leader a été arrêté pour contestation du parrainage. Oui, mais attention, il a été arrêté. Je parle de votre accord par rapport donc au parrainage et autres. Mais Binta, en fait, moi par rapport au parrainage, et au vu de la décision de la Cour de la CEDEAO et les recommandations qui sont faites par les évaluateurs, je pense que les évaluateurs me confortent dans ma thèse et confortent les systèmes électoraux en Afrique, au Sénégal, qui ont choisi le parrainage. Parce qu'en plus du parrainage citoyen, ils demandent à ce qu'on ajoute un parrainage par les élus. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, cette décision qui consiste à demander à l'État du Sénégal de supprimer le parrainage, je pense que cette décision aujourd'hui n'est pas du tout conforme avec l'idéal démocratique en matière électorale dans nos pays. Et sur ce, je pense que cela est important. Maintenant, par rapport à la CENI, parce qu'il a parlé, moi je ne compare pas, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que l'appellation importe. C'est le contenu qui est important. Aujourd'hui, nous avons une commission nationale électorale autonome, pas une CENI. Mais moi, j'ai vu des CENI dans la sous-région qui ne remplissent même pas, qui ne font même pas le quart du travail que fait notre Sénat. Parce que la Sénat au Sénégal intervient en amont, au milieu et en aval de tout le processus électoral. La CENI n'est pas passive dans le processus électoral. Parce que le ministère de l'Intérieur n'a que l'organisation matérielle. Mais la supervision du processus électoral pour que cela soit transparent, démocratique, mais ça, la Sénat est au cœur de ce processus. Et c'est ce que nous avons voulu. La Sénat sénégalais est l'ombre d'elle-même depuis 2009. Depuis que Abdoulaye Wade a dit au président Moustapha Touré, donne-moi ce que je vous ai donné. Depuis lors, et puis c'est Doudou Ndir qui l'a remplacé depuis, en 2009. Et le mandat est 6 ans. La Sénat, là, c'est l'ombre d'elle-même. Pourquoi? Son mandat est terminé. Pourquoi le président Macky Sall ne le change pas? Pourquoi il ne le change pas? Il doit le changer. C'est ça la réalité. Il existe des Sénats qui, en vérité, alors, ne donnent pas les résultats qu'il faut. Parce que souvent, des décennies. Nos décennies. Non, mais il y a même des Sénats, comme la Sénat béninoise, mais qui a la compétence d'organiser les élections. Mais on l'appelle Sénat, n'est-ce pas? Mais des fois, il arrive que la Sénat soit asphyxiée. Ou bien asphyxiée complètement. Ici, notre Sénat, des fois, s'ouvre des questions financières. Non, elle intervient de façon très active. Il s'ouvre des questions financières, etc. Bon, mais donc, sa permanence, on l'a salué, mais ses compétences ne sont pas en vérité adéquates. Maintenant, pour la question, justement, de ces anciens, comment dirais-je, condamnés, à qui on a privilégié le droit électoral. La grâce et ce qu'ils ont purgé. Premièrement, c'est-à-dire on a violé, on a piétiné leurs droits, on a manipulé, en vérité. Mais docteur, on ne revient pas sur ça. On a manipulé le code électoral pour les exclure du processus électoral. Je pense l'article 57 n'a jamais existé dans ce pays-là, sous cette forme, avec la loi de 2018. On a modifié, on a dit pour être candidat, il faut être électeur. Et l'article 31
considère que si tu es condamné à 1 mois avec sursis, tu es exclu du procès, de la qualité d'électeur. Tu n'es plus électeur. Voilà ce qui est absurde. Il faut réformer l'article 57. Mais on n'est pas hostile à une réforme des textes. Le président de la République a lancé le dialogue politique. Il y a la question électorale. Je pense que toutes ces questions peuvent être abordées. C'est-à-dire qu'il doit arrêter de manipuler le processus électoral. Il doit arrêter de manipuler le fichier électoral. Le dialogue politique est un exemple arrêter justement alors de pourchasser les opposants. Merci à nos invités, Maître Papsen, avocat à la Cour, maire de Ndondol, membre de la cellule des cadres républicains. Merci également à Aziz Mbodj, docteur en droit public, constitutionnaliste, maître de conférences assimilé à l'université Alioune Diop de Bombay, membre fondateur du Parti républicain pour le progrès dissous à Askan Wi. Merci.